Hey, bienvenue au podcast Inspiration. Aujourd'hui, l'épisode numéro 4 est spécial quarantaine. Mais c'est ça, on est super content. On a un invité. Tu veux en parler un peu, Isaïe? On a un invité qu'on voulait avoir durant notre podcast, c'est sûr. Puis là, en plus, on l'a à l'interne, donc on s'est dit, pourquoi pas l'avoir cette semaine avec nous. Parce qu'idéalement, on voudrait pas que la police intervienne pendant un de nos podcasts. Donc, on respecte les règles de distanciation sociale et on n'invite pas d'invités d'ailleurs que la maison. Voilà. Sinon, on voulait parler des annonces qu'on a faites cette semaine. Une grosse annonce, on a travaillé fort, Isaïe. Ouais, donc on a commencé un partenariat avec le restaurant Le Canadien à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Donc on a commencé ça la semaine passée, donc dans la semaine de nos annonces. Donc ça nous a permis d'avoir plusieurs atouts pour notre podcast. Oui, exact. On est maintenant sur iTunes, Spotify, Stitcher, Name It. Ouais, on est tous là-dessus. Là. Ouais, exactement. Ça a été facile pour nous avec cette aide-là de Laurent Proulx, qui est le propriétaire du restaurant Le Canadien. On veut vraiment lui dire un gros merci. On veut vous encourager à aller au Canadien, chercher de la nourriture, ou comme dirait-il, du bon manger. Ouais, c'est vraiment de la bonne bouffe qu'ils font là. Écoute, on s'est associé à un restaurant généreux qui nous tient à cœur. Et qui nous tient à cœur. Ouais, exactement. Puis ce qui fait comme nourriture, c'est vraiment de la bouffe réconfortante en ces temps pas trop faciles. Donc, on veut vraiment vous encourager. Puis, Laurent tombe aussi propriétaire du Vieux Saint-Charles, donc qui est situé à Drummondville. Donc, allez l'encourager. C'est vraiment une bonne personne qui se plie aux règles du gouvernement en matière de distanciation sociale. Puis, je pense que ça vaut vraiment la peine de l'encourager. C'est vraiment un bon gars. Il redonne, même en ces temps-ci, qui est plus difficile économiquement, il redonne avec des visières, avec des dons à des entreprises, des petits villages qu'il visite avec ses livraisons. Donc, on vous encourage vraiment à y aller. Ouais. Sinon, passons au sport. Quelque chose qu'on parle pas beaucoup ces temps-ci. Ouais. Donc, aujourd'hui, on reçoit un sportif depuis qu'il est tout jeune. Moi, je le connais un peu, toi, Isaïe. Un petit peu aussi, là, ça commence. Fait on reçoit aujourd'hui Alain Caillé, ou a.k.a. mon père. Est-ce que tu es content d'être avec nous aujourd'hui, Alain? Absolument. Vraiment, c'est un privilège. Là. Je ne savais pas si mon tour était pour venir, mais le confinement m'a aidé à me présenter à la table là, dans votre studio. Oui, tu remplaces les souliers de Louis Brousseau. J'allais écouter à votre dernier podcast. C'était impressionnant. Louis a tout un bagage. Puis Louis, c'est un de mes amis, un de mes très bons amis. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Tant mieux. On est là pour ça. Yes. Est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu de la place du sport dans ta vie depuis que tu es jeune? Comment que ça a commencé? Comment que ça a évolué? Je sais que tu as pris une pause pendant un bout à cause du travail puis des enfants, et moi. Puis comment que c'est aujourd'hui? Bon, écoute, mon sport a commencé. Mes parents, c'était des sportifs. C'était des sportifs, pas de haut niveau, mais c'était des gens qui encourageaient le sport. Puis moi, j'ai vécu beaucoup avec ma mère. Puis ma mère m'encourageait à m'inscrire à tout ce qu'il y avait. Fait que j'ai commencé jeune là, avec le hockey. Là. Moi, je me pensais bon. Finalement, après, quand je regarde ça, j'étais probablement moyen, mais j'ai toujours eu beaucoup de cœur. Je pense que je peux me l'auto-mettre comme caractéristique. Je pense que mes amis peuvent le témoigner. Je pense que dans tout ce que j'ai fait en termes de sport, l'affaire qui est sûre, je sais pas si j'avais du talent, mais j'avais beaucoup de cœur. Fait que j'ai joué au tennis. L'été, je jouais au tennis. Golf. Je suis revenu au tennis. Puis je suis revenu au golf. Fait que je suis resté dans ces deux-là. Fait que je suis pas pire dans les deux. Puis l'hiver, je restais dans les... J'ai joué au hockey quand j'étais très jeune, mais à un moment donné, tout a arrêté. Puis j'ai arrêté à Bantam B. Fait qu'on pourra en parler peut-être tantôt, là, voir l'Intercité, quelle place a pris la vie, l'Intercité au hockey. N'a pas pris de place, d'ailleurs.
C'est ça. Mais l'hiver, je pense que j'avais une certaine qualité dans les sports de raquette. Fait que j'ai joué beaucoup au badminton. J'ai joué un bon calibre au badminton. Puis au tennis de table, j'ai joué un pas pire calibre aussi. J'ai coaché. OK. Fait que ça fait un peu le tour de ta jeunesse dans le sport. Puis Ouais. aujourd'hui... Aujourd'hui, je me suis remis le tennis puis le golf, c'est encore ce qui est dans ma vie. Je navigue à travers les blessures. Écoute, j'ai eu 50 ans cette année. Je navigue à travers les blessures. Puis les blessures me font découvrir d'autres sports. Fait que j'ai fait de la course à pied parce que je m'étais blessé au tennis à la main. Fait que je me suis mis à d'autres choses. J'ai fait de la course à pied. Je fais de la course à pied jusqu'à temps que je me blesse à la bandelette qu'ils appellent en course à pied. Je me suis blessé là, mais j'ai eu le temps de faire un demi-marathon, ce qui est complètement hors de ma zone de confort. Peux-tu nous raconter l'anecdote de ton demi-marathon, là, l'évolution du plaisir qu'on a à faire un demi-marathon? Peut-être que les gens ont moins... Ben, je peux peut-être encourager les gens à faire du jogging, à faire de la course à pied, parce qu'il y en a un qui n'aimait pas ça, c'était vraiment moi. Moi, j'aimais pas ça. À toutes les fois, puis je pense que ça va dans notre tempérament, aussi de gars, des fois, on veut toujours gagner dans tout ce qu'on fait. Puis à la course à pied, gagner, quand tu vas pratiquer, tu gagnes contre qui, tu sais pas trop. Fait que j'essayais toujours de courir vite. Courir un 5 km, mais le plus vite possible. Mais au bout d'un mois, j'étais écœuré de faire du jogging parce que là, c'était tout le temps sur l'adrénaline, puis de dire, il faut que je batte quelque chose. Puis là, je me suis tanné de vouloir battre toujours quelque chose. Puis que j'ai vu un livre qui est Courir au bon rythme, qui m'a comme accepté de courir du temps et non pas une longueur. Donc, de courir... fait que ça a fait en sorte de courir lentement. Puis j'ai appris à apprécier. Fait que j'ai appris à apprécier. Fait que là, j'ai commencé à augmenter mon temps, au diable la distance, à augmenter mon temps. Mais nécessairement, plus que tu augmentes ton temps, tu augmentes ta distance, là, à moins de courir vraiment très, très lentement. Fait que ça m'a rendu un demi-marathon à Ottawa. Une super, super expérience que j'encourage tout le monde à faire ça. OK. Ouais. Puis, tu sais, j'aimerais que tu me racontes, parce que moi, j'avais vraiment ri quand tu me racontais de l'évolution du demi-marathon, qu'au début, tu salues tout le monde. Ah, OK, dans ce sens. Ah, oui, ben oui, ça, c'est très drôle. C'est que je me sentais particulièrement prêt, malgré que j'avais jamais fait la longueur d'un demi-marathon. Et quand tu commences, il faut penser qu'on était peut-être 12 000 sur la ligne de départ avec la musique dans le fond. Puis j'étais tout seul avec moi-même. Là, j'étais tout seul inscrit que je connaissais là, au demi-marathon. Puis j'étais prêt. Puis je parlais avec les gens autour. Puis là, au début, tu cours, mais tu vas toujours un peu plus vite parce que tu es excité. Puis là, tu suis le vibe. Là. Puis là, tu fais des high-fives quasiment à tout le monde. Puis à Ottawa, un peu comme la course des Chênes-Toits, il y a des bands tout au long du parcours. Puis là, dans les premiers kilomètres, je faisais des high-fives aux gens. Hey, merci d'être là, puis etc. Mais rendu au 15e kilomètre, là, c'était terminé. Mon côté social, non. Là, il y a quelqu'un qui me touchait, je le bumpais. Ouais. Ah non, je voulais plus qu'il y ait personne qui me touche. J'étais focus, je me disais, faut pas que je marche. C'était mon objectif pour mon demi-marathon, pour me rendre au 21. Puis là, à la fin, il te reste comme 1,5 km. Puis là, il y a des gens pour t'encourager qui disent-ils. Ils disent lâche pas, hein, c'est presque fini. Ou, tu sais, puis là, le presque fini, là, t'as le goût de leur dire un petit commentaire. Ouais, viens dans ma place, c'est le petit fini. Fait que le dernier kilomètre, il est l'enfer. Fait que, en tout cas, j'ai bien apprécié mon expérience. Je ne l'ai pas refaite, là, parce que je suis blessé à la bandelette. Est-ce que tu as marché? Pas du tout, mon ami, pas du tout. J'ai accompli ça comme un grand. Sinon, dans la place que le sport occupe dans ta vie, c'est une grosse place que tu n'as pas nommée. C'est pas du sport que tu fais, mais c'est du sport que tu côtoies. Le Challenger Banque Nationale de Drummondville. Le Challenger, c'est le 4e plus gros tournoi en importance au Canada de tennis. Ouais. Puis mon père, je vais essayer d'arrêter de l'appeler mon père, puis d'essayer de l'appeler Alain. Alain, il est coprésident du Challenger. Puis j'aimerais ça que tu me racontes un peu comment que c'était... Parce que ça faisait 25 ans que c'était à Rimouski. Ah, je peux pas te dire combien ça faisait... je sais pas si ça faisait autant de temps que c'était à Rimouski. Ce que je peux dire, c'est que... dans les faits, j'ai parti ça avec Stéphane, avec 2 amis, là, Stéphane Hamel puis Pierre Desrosiers. Je dirais Stéphane que je connais depuis que j'étais en 6e année. Là,
On a couru après les filles, la même affaire. On a pris des taxis pour aller au Subway, puis aller à des bars, puis etc. Pierre, c'est un ami de plus court terme. Premièrement, c'est devenu un client et on a beaucoup d'affinités en commun, puis c'est un très chic type. C'est sûr, c'est mon ami. Fait que... et Stéphane Hamel et moi, les deux, on avait le goût d'organiser un tournoi en ville. Okay. Un tournoi là, ouvert, puis essayer de trouver peut-être un 2000$ de bourse pour attirer le meilleur joueur du Québec là, qui était accessible. Fait que c'est ce qu'on avait le droit, pas le droit, mais ce qu'on avait le goût. Puis à un moment donné, les garçons de Stéphane et Pierre, eux autres, ils étaient d'un calibre là, pour jouer dans des futures ou tout ça, ils s'en allaient vers le NCAA. Puis lors d'un future, ils ont rencontré les gens de Tennis Canada. Okay. Puis ils ont dit mais Stéphane, nous autres, on a eu le goût d'organiser un petit tournoi comme ça. Puis là, c'est pas entré dans l'oreille d'un saut. Eux autres, je pense qu'à Rimouski, malgré que c'était un beau tournoi, la participation du public et ou des commanditaires était un petit peu plus faible là, qu'on peut voir maintenant à Drummondville. Fait qu'ils ont trouvé l'opportunité de nous... ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont demandé de faire un plan d'affaires. Là, ils étaient avec 3 gars d'affaires. Préparer le plan d'affaires, puis moi, ça fait partie de ma job de faire des plans d'affaires. Puis là, on a été présenter ça à Eugène Lapierre, dans son bureau, dans sa petite salle, dans sa table de conférence. On a déplié le plan que Pierre Desrosiers avait fait à l'échelle, avec les estrades, avec les loges, on avait notre liste, on avait nos médecins déjà, nos principaux bénévoles de trouver, on avait nos commanditaires de trouver. Puis là, ça nous a peut-être pris 1 heure de présentation à Eugène Lapierre. Puis après ça, il ne nous a pas encore dit que c'était correct. Ça a pris peut-être 1 mois. Mais quand on a revu Eugène Lapierre en conférence de presse plus tard, il dit « Les gars, je vous sentais dedans, etc. » Mais il dit « Après 3 minutes, c'était réglé, votre dossier. » Il dit « J'ai vu à quel point vous étiez préparé, votre dossier boudiné d'à peu près 1 pouce d'épais, votre plan que vous m'avez présenté. » Il dit « Je savais que j'étais tombé dans des gens passionnés de tennis, puis des gens d'affaires qui avaient tout un réseau. » Aujourd'hui, ça fait en février dernier, parce qu'on a été chanceux. Absolument. C'était la 6e édition. Puis ça va toujours aussi bien que la première, même. Oui. On est obligé, on le dit parce que c'est d'autres personnes qui l'ont dit, parce que des fois, c'est difficile de s'auto-proclamer. Oui. Mais le président de Tennis Canada, l'an passé, quand il est venu au Challenger, puis il a annoncé devant tout le monde, il a annoncé qu'on était le meilleur challenger au Canada. Fait qu'il a vu l'effervescence. En plus, c'était vraiment une belle soirée, cette soirée-là. Puis là, on s'est dit... on pense toujours qu'il y a probablement quelques personnes qui vont écouter le podcast, mais on s'est dit, ce soir-là, c'est probablement qu'il est chaud. On s'est dit, pourquoi qu'il dit ça de même devant tout le monde? Est-ce qu'il réalise qu'on a toute une équipe de communication qui vont sortir ça dans les journaux, etc.? Mais non, le lendemain matin, Tennis Canada, sur son site web, a écrit, a cité le président de Tennis Canada disant que c'était le... Fait qu'ils ont eu des appels de d'autres challengers. mais nécessairement. Mais on était bien fiers. C'est pas qu'on est meilleur ou pire, mais je pense qu'on fait bien notre travail. Non, mais je pense que c'est mérité là, pour avoir participé à toutes les éditions depuis le début. Je pense pas que c'est volé là, comme titre. Là. Je sais pas, Isaïe, tout est... Moi c'était mes premières expériences de tennis. Mais pour quelqu'un qui avait jamais regardé du tennis, j'y retournerais à tous les soirs, tous les jours. J'ai vraiment apprécié ça. Puis c'est une belle organisation. Puis, c'est vraiment le fun d'y aller jour après jour. D'être là de la qualif jusqu'à la finale. Je l'ai vraiment vécu cette année, moins avec l'université, mais l'année passée, je l'ai vraiment vécu de ne pas rater une soirée. Puis je trouve que c'est la meilleure façon d'apprécier le champion. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis ça devient comme un téléroman. Oui, exactement. Tu prends des préférés. Ouais, là, des fois, ils meurent. Exactement. Puis là, ils ont l'air blessés, ça revient. La foule embarque. La foule embarque assez rapidement sur ceux qui ont l'air cool, ils ont l'air gentils. On a eu des gagnants à travers les années, là, puis Anto, t'es meilleur que moi dans les noms. Mais, on a eu des gentils, des moins gentils. Daniel Evans, qui était comme le moins gentil de la gang. Mais je pense qu'il vivait des problèmes, puis il a été il a été banni pendant 1 an, je pense, à cause de la drogue. Ou de la drogue, ou en tout cas, de la drogue, je pense. Puis, mais je pense qu'il vivait ces moments-là, parce que quand il a gagné, ceux qui étaient là lors de la finale,
Nous autres, on parlait de lui, on disait, puis il était en train de regarder son sel, il venait de mettre sa montre Rolex. Tu sais, il n'y avait rien pour se faire aimer. Ouais. Mais on a eu Denis Shapovalov comme gagnant aussi. Absolument. C'était de la soie, c'était... Le monde, le nombre de personnes qui ont pris des photos avec Denis Shapovalov ou Denis Shapovalov et Félix ensemble, c'est vraiment cool là, d'avoir vécu ça à Drummondville. Moi, je me rappelle, j'avais échangé pour réchauffer le joueur qui allait affronter Denis Shapovalov en finale le matin même de la finale. Puis, c'était Ruben Bemelmans, le joueur. Il avait mangé une volée en finale. Puis après, j'avais pu lui reparler après la finale. Puis là, j'étais allé dire, hey, je m'excuse, j'ai peut-être pas réchauffé comme du monde. Il dit, hey, je pouvais rien faire. Je pense que Denis était rendu à un autre niveau à ce moment-là. Je pense que c'est le genre d'expérience qu'on peut vivre au Challenger, le fait de la proximité avec les joueurs. Puis, tandis que, mettons, la Coupe Rogers, on est un petit peu. Il y a des gardiens de sécurité. C'est ça, exactement. Ce qu'il n'y a pas au Challenger. Non. Peut-être un jour, mais. On dirait que ça s'en vient, mais il n'y en a pas encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as parlé un peu du hockey. J'étais surpris que le hockey semble une bonne partie quand même de l'opinion que tu gardes de ton sport quand tu étais jeune. Ouais. Tu m'as parlé d'un Robert qui t'a influencé au hockey. C'est rare. Dans le fond, parce que j'avais demandé une liste à mon père de qu'est-ce qu'il aimerait parler au podcast. Puis il m'a dit Robert m'a influencé au hockey. Ouais. J'avais aucune idée. Mais je peux, dans les faits, c'est mon hockey, c'est que j'ai joué de pré-novice, mettons, jusqu'à Bantam, quand même. Ouais. Puis, mais j'ai toujours joué comme dans le B. Puis, de ma mémoire, j'étais bon. Ouais. Mais je me rappelle que tu m'as déjà dit, je savais même pas qu'il y avait des camps intercités. Non, exactement. Puis ça, c'est vraiment ça. Moi, dans toutes mes années de hockey, je savais pas qu'il y avait des camps pour faire l'intercité. Fait qu'on peut-tu dire que je peux être loin? Parce qu'Alain me disait ça pour me consoler quand je me faisais couper dernier du 2A. Ouais, c'est ça. Toi, tu te faisais couper du 2A, puis moi, je savais pas qu'il y avait un camp. C'est ça. Mais pour revenir avec Robert, Robert, il m'a coaché Bantam. Bantam B. Mais dans mon B, là, on dirait que j'étais pas payé dans le B. Mais puis j'avais toujours la même intensité. Peu importe, là, bon ou pas bon, j'avais la même intensité. Puis Robert, lui, il a vraiment... En tout cas, je me suis senti reconnaître mon... tu sais, comme le joueur le plus travaillant ou le plus... Mais c'était un... Puis je veux qu'on le prenne dans le bon sens du terme, là. C'était un joueur près de ses joueurs. C'était un cage... Tu sais, j'allais dire cajoleur, mais maintenant, on dirait que ça fait weird de dire ça. Ouais. Mais c'était un top monsieur. C'était un top monsieur avec des valeurs humaines. C'était pas un monsieur à la Scotty Bowman, tu sais, un dur. C'était un gars qui aimait... C'était avant-gardiste dans les méthodes de coaching. Absolument. Il aimait ses joueurs. Puis moi, je me suis senti beaucoup aimé. Et comme qu'est-ce que j'apportais à l'équipe, j'ai senti que pour lui, c'était important. Puis si, des fois, là, à la course des Chaîne-Toi, où on voit un monsieur qui est avec un tam-tam, qui fait... Écoute, il n'y en a pas tant qui font du tam-tam à Drummondville, mais un monsieur, mettons, d'à peu près 70 ans, peut-être aujourd'hui, 65 et plus, là, qui fait du tam-tam, lui, c'est Robert. Ah, ouais. Fait que si vous avez la chance de voir un monsieur qui fait du tam-tam, vous direz bonjour, puis bonjour de ma part. Puis, moi, personnellement, pour avoir côtoyé tes dernières années dans le hockey, selon moi, ton plus grand accomplissement, c'est le titre de la Coupe Dodge en coachant l'équipe de ma sœur. Faut juste, pour vous mettre en contexte, ma sœur, maintenant, joue ma sœur, qui est la blonde d'Isaïe, qui joue maintenant collégial avec le boomerang du cégep André Laurando. Mais ma sœur a toujours pas mal fait les meilleures équipes à chaque fois que c'était possible. Donc, mais il y a une année qu'elle s'est fait couper. Ça a été la dernière année qu'elle s'est fait couper d'une équipe. Mais j'aimerais ça que tu me parles de cette histoire-là. Ouais. Je trouve que c'est un genre de Miracle on Ice à petite échelle. C'est vraiment intéressant. Moi, cette histoire-là me fait capoter. C'est drôle que tu dises ça, Miracle on Ice, mais écoute, vous voyez, là, je passe pas des fakes, là, c'est vraiment un de mes plus beaux moments dans ma vie de sport. C'est weird. Ouais. Sa rêve, elle s'est fait couper du Pee-Wee 2A.
Puis jouer, là, elle s'en allait dans le Pee-Wee. Parce que là, il y a assez de filles pour faire du Pee-Wee B, du Pee-Wee A. Elle s'en allait dans le Pee-Wee local. Puis là, avec un de mes très bons amis qui est Daniel Bergeron, puis un de mes nouveaux amis, là, ça a été un nouvel ami à partir de cette année-là, Andrew Barr, qui est un des chefs pompiers à Drummondville. Et dans les faits, on s'est dit, OK, on s'arrange-tu pour coacher cette équipe-là? On va donner nos noms. Puis s'ils nous prennent, mais ils nous prennent. Puis finalement, ça a fonctionné. Puis en commençant l'année, on savait, là, il y avait juste comme, on savait pas s'il y avait plus de filles. On a fait une équipe de Pee-Wee A. Mais il y a des filles dans notre équipe qui n'avaient jamais joué au hockey. Il y en avait qui ne savaient pas patiner. On n'avait pas de goaler. Parce que les goalers avaient été joués dans le Pee-Wee 2A. Mettons, à Drummondville, il n'y avait plus de goalers filles. Fait qu'on n'avait pas de goaler. On avait des filles qui n'avaient jamais joué au hockey. Mais ils se sont dit, on va jouer à 6 tout le temps. Puis, mais par contre, il y avait des filles qui s'étaient fait couper du 2A, telles que ça rêve à la défense, mais il y avait d'autres bonnes filles aussi. Puis, il y avait des filles à l'attaque qui s'étaient fait couper du 2A. Fait qu'on avait des filles qui se faisaient couper du 2A, puis des filles qui savaient très peu jouer. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'établir des valeurs. On pourrait faire une histoire de 2 heures là-dessus, là, mais si je vais faire ça 5 minutes, là. On a établi des valeurs humaines à l'équipe. Fait qu'on a fait voter les joueuses. C'était quoi leurs 3 principales valeurs pour elles dans la vie et qui aimeraient être dans leur équipe. Okay. On se rappelle que ça, là, ce processus-là, c'est dans le Pee-Wee A. Ouais, 12, mais d'habitude, on entendrait ce genre d'histoire-là dans le voltigeur. Ouais, c'est ça. Mais là, dans notre Pee-Wee local, on faisait ça, puis on a déterminé... Puis nous, on était les gardiens des valeurs. Fait qu'il y avait 3 valeurs là, qui étaient préétablies. Mais moi qui aime vendre dans la vie, je me suis servi de cet élément-là pour monter un build-up d'émotions. Puis au début, on faisait des drills, mais des drills, là, on se demandait comment on tournait à droite, puis on tournait à gauche. Ouais. Mais puis... Fait qu'on s'est rendu là, jusqu'à la Coupe Dodge. Puis notre goal... En fait, on a fallu convaincre une fille d'être goaler. Ça, on n'avait pas. Fait qu'il y a une fille qui jouait à l'avant. Elle s'est sacrifiée pour l'équipe. C'est vraiment ça. Elle haïssait pas parce qu'elle gaulait dans le cours chez eux. On s'est dit, toi, tu gaules dans le cours chez vous. T'es rendu sur la glace, mon ami. Puis c'est dur de gauler avec des patins. Fait que, puis elle avait un certain talent tout de suite. Fait que, mais elle aimait mieux jouer à l'avant. Mais elle s'est sacrifiée toute la saison pour qu'on puisse avoir une équipe. Fait que, on s'est rendu... on a gagné presque tous les tournois. On a perdu un tournoi contre l'équipe qui s'appelait les Canadiennes, une équipe de Montréal. Sur un match dramatique de 1-0, que le but de 1-0, c'est un but vraiment douteux. Ouais. Puis nous autres, on avait scoré pour égaliser à 1-1, genre à 1 minute de la fin. Et la fille qui avait scoré, juste imaginer notre build-up pour battre les Canadiennes, là. La fille qui avait scoré à 1-1, c'était notre joueuse qui avait de la misère à patiner. Au début de l'année. Ah, écoute, c'était toute une histoire. Puis là, j'avais fait venir... Parce qu'il faut savoir que les Canadiennes, ils étaient comme premières au Québec. Oui, puis il n'y avait pas de 2A dans leur région. Fait qu'ils étaient vraiment très bonnes. Puis là, nous autres, on se débrouillait. Mais nous autres, c'était beaucoup d'intensité. Moi, je pouvais pas beaucoup montrer du hockey à tourner à gauche, mais je pouvais montrer de l'intensité, absolument. Fait qu'on avait beaucoup ça. Puis l'arbitre, j'avais fait venir l'arbitre pour dire, d'après moi, c'était correct. Là. Puis c'était un coup de sifflet trop rapide. Puis il est venu s'excuser au banc. Puis là, j'ai assez que j'avais dit, la fille qui a scoré, puis il dit, je peux pas plus m'excuser que m'excuser, mais on a fait l'erreur, elle est faite. Fait que tout ça pour dire, on a perdu ce match-là, mais on a rejoué en Coupe Dodge contre les Canadiennes en demi-finale. La Coupe Dodge qui est comme les séries de la Coupe Stanley. Qui est comme vraiment la Coupe Stanley. Là, dans le sport, dans le hockey junior local, là, c'est vraiment la plus grosse coupe. Là. Puis, en demi-finale, là, je me souviens encore, les coachs de l'équipe adverse étaient bien en habits. Fait que nos joueurs, ils avaient été un petit peu impressionnés de ça. Fait que là, il fallait comme démystifier ça. Ouais. Puis là, moi, je leur ai dit, c'est drôle, ils sont habillés pour aller aux funérailles. Oh! Fait que, donc, on les avait battus. Puis pas serré. Non, il n'y avait pas eu de match. Là. Et on était vraiment intense. Puis en finale, puis nous autres, on avait un principe de coaching que tout le monde jouait égal, parce qu'on avait vraiment des meilleurs puis des moins bonnes. C'était clair. Puis on avait un principe
À part que quand on commençait, on avait le droit de commencer avec une grosse ligne. Mais après ça, jamais personne n'était coupé. OK. Sauf si on menait par 2, déjà, c'était impossible qu'on ait le droit d'avoir le goût de faire 3 pour ne pas prendre de chance. Si on perdait par 1, puis il restait 5 minutes, là c'est clair. Là, on avait un petit coupage de banc. Mais sinon, si on menait par 2, puis je me souviens encore d'une image, un de mes 2 collègues coach, il dit « Mais semble qu'on devrait. » Puis c'est quoi notre principe? C'est quoi nos valeurs? C'est non. Puis assez que quand tu es rendu à 3-4 minutes de la fin pour gagner la Coupe Dodge, qui est la grosse coupe du Québec, puis tu as entre guillemets, là, ta pire joueuse au niveau, mais elle avait un cœur aussi gros que tout le reste de l'équipe. Puis qu'elle était sur la glace. Le père, qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Il faisait des thumbs up, là. Lui, il disait, ça se peut pas que ma fille soit sur la glace à 2-3 minutes de la fin. Mais ça a fait une victoire. En tout cas, c'est mon histoire de... C'est tout en votre honneur, ça. Pour vrai, là, les coachs qui laissent autant de chance, ben, c'est à des jeunes qui avaient jamais joué ou des trucs de même, c'est assez... Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, moi, ça m'a toujours impressionné. Là, je veux rien enlever à Miracle on Ice en 1980, mais de passer d'avoir des joueurs qui ne savent pas patiner à gagner la meilleure équipe au Québec, je pense que c'est vraiment impressionnant. Sinon, j'aimerais ça, peut-être juste avant de commencer dans ton inspiration, parce que là, on a vraiment du fun. Puis tout, même moi, j'en apprends. J'aimerais ça que tu nous parles de ton anecdote des Jeux du Québec, parce que tu as fait 7 éditions des Jeux du Québec, puis ton anecdote à Val-d'Or, de jouer sur le gazon. Je ne vais pas vendre le punch. Okay, c'est ça. Puis j'aimerais ça, parce que ça, c'est... En date, on je savais pas vers où tu allais, vers les anecdotes. J'en ai quelques-unes, des moins à propos, des plus à propos. Mais quand même, 7 finales des Jeux du Québec, c'est assez, c'est assez incroyable. Ping-pong, badminton... c'est pas mal des sports de raquette. Ouais, c'est ça. J'ai pas été en hockey, je veux vous rassurer, j'ai pas été en hockey. Mais l'hiver, je suis allé en badminton et en tennis de table. OK. Puis, mais badminton, je suis allé, une année, il n'y avait pas de coach, je suis allé. Mais est-ce que je suis allé? Oui. Donc, je suis allé. Fait que badminton, tennis de table, je suis vraiment allé en tant que joueur et en tant que coach. Puis en tennis, je suis allé en tant que joueur et en tant que coach. OK. Ouais. Fait que moi, j'étais allé 3 fois aux Jeux du Québec. Puis j'ai quand même pas la moitié de mon père. Mais c'est vraiment super. C'est une fois, en tout cas, c'est tant mieux que les gens qui peuvent y aller. Mais pour répondre à ton anecdote de Val-d'Or, ce qui m'a servi toute ma vie, c'est que, premièrement, j'étais allé une fois aux Jeux du Québec à Charlebourg. La même année que Yann Lefebvre. Moi, j'étais 16 ans, puis Yann était 18 ans. Puis, tu sais, Yann, c'est Yann. Là. Yann, il a joué, il est devenu 400 au monde à peu près. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais pas 400 à Drummond, mais on n'était pas la même affaire. Fait que je pense que Yann avait gagné le Jeu du Québec, puis moi, je devais avoir perdu première ronde. Tu sais, c'était ça, mais j'étais allé. J'étais retourné à 18 ans, à Val-d'Or, et on jouait sur le tapis, un tapis gazon. C'était ça, mais c'était des super surfaces. Là. Ça existe comme ça. Gazon synthétique. Oui, c'est ça. Gazon synthétique. Mais synthétique. Puis c'est du sable qui arrive toujours d'en dessous, puis ça fait que c'est glissant un peu, puis c'est une super surface, puis que la balle, elle rebondit pas tant. Fait que en première ronde, j'avais joué contre un gars, et j'avais gagné comme 8-3, mettons. C'était des 8. En première ronde, c'était des 8. Ça n'existe pas trop au tennis, mais là, c'était des 8. J'avais gagné, mettons, 8-3. Puis après, blabla, on jasait. Puis là, je dis, je comprends pas comment ça, tu me servais des services avec un kicker. Je comprends pas ça. Puis pourquoi que tu me servais toujours... tu jouais toujours beaucoup brossé. La balle, elle rebondit pas. Alors moi, ça m'aidait. Plus tard dans le tournoi, j'ai joué contre le même gars pour la médaille de bronze. Mm-hmm. Et j'ai perdu... Tout le monde ne voit pas. Ouais, puis on a été... Là, c'était des 7. Puis là, on était en 3-7. Puis j'ai perdu en 3-7. Est-ce que d'après vous autres, il a fait beaucoup de services brossés? 0. En bon québécois, fuck all. Ouais. Fait que, il en a pas fait. Il a servi slicé tout le long. Il a fait des slices pendant la game. Puis ça a été une game super serrée. Puis j'ai perdu. Je me souviens encore où j'étais assis dans... Écoute, j'avais 18 ans, ça fait 30 ans de ça. Je me souviens encore où j'étais assis dans le gazon à Val-d'Or. Puis mon coach du temps, c'était Maxime Duchesne. OK, ouais. Fait que Maxime, qui est un super bon joueur de tennis, puis un psychologue sans trop parler, tu sais. Puis je me souviens qu'il s'était assis à côté de moi, puis il disait pas un mot.
Puis je pleurais, puis je pleurais. Puis maintenant, cette anecdote-là, elle me suit partout. Elle me suit même avec mes enfants. On va jouer au ping-pong, puis avant de dire peut-être tu devrais me jouer sur le revers ou peut-être tu devrais lifter plus, je réfléchis à cette fois-là que ça m'avait nuit. Fait que là, jamais, il faut que j'en revienne. Mais je pense à ça là, régulièrement. Écoute, fait que je fais attention. Fait que si vous allez jouer au quai avec moi, ça se peut que je vous dise pas quel bord que la boule avait. À cause de ça, Alain m'a jamais donné aucun conseil dans la vie. Non, pas le droit. On va enchaîner sur ton inspiration parce que là, le temps file, puis on s'emporte un peu. Mais c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles de qui que tu viens nous parler aujourd'hui. Ben, je viens vous parler d'un athlète qui est très, très, très populaire, qui je pense qu'il est apprécié par beaucoup de gens. Mais j'ai des éléments qui m'attirent de ce gars-là. Puis ce gars-là, c'est Roger. Puis c'est pas Roger Federer, c'est Roger Federer. Puis c'est pas Roger parce qu'il aime pas se faire appeler Roger en français. Roger, puis assez que c'est E-U-R, là, pour être sûr que les gens ils veulent bien l'appeler Roger. Fait que c'est Roger Federer. Puis moi, ce qui m'a... Parce que moi, dans les faits, on revient sur le fait que j'ai un peu de talent, ça va, mais je reviens sur mon cœur. Puis des fois, j'essaie d'influencer le cours d'un match en faisant plein de trucs, plein de trucs. Des trucs de vétéran. Plein de trucs que je me regarde. Mais quand j'avais 18 ans, je me faisais la même chose. J'avais un petit livre où je prenais des notes. Puis comment des fois jouer dans la tête de l'autre joueur. Sans être pas correct, mais je savais qu'est-ce qui pouvait l'affecter. Fait que si je faisais 4 lobes en ligne, je savais que j'étais pour le sortir de sa game. Puis peu importe. Fait que moi, j'ai toujours eu ça. Puis lui, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est gentleman tout le temps. C'est ce qui... Ça veut dire que c'est vraiment son talent pur qui l'emporte. Tu sais, versus Jimmy Connors, pour ceux qui ont connu Jimmy Connors, là, Jimmy Connors, c'est clair qu'il jouait dans la tête de tout le monde. Lui, il essayait, là, il regardait, il provoquait. On dirait que je pouvais plus me reconnaître un peu plus en lui, mais je me disais, OK, ça veut dire que tu es capable, tu peux gagner tout en restant hyper clair. Là, je me dis, ça prend vraiment beaucoup de talent pour faire ça. Tu sais, puis lui-même, il se caractérise comme un joueur... la plus belle qualité qu'il a, qu'il dit, c'est honnête. Ben, puis je veux pas dire que je suis pas honnête, mais j'essaie de tout prendre. Là. Il vante, là, je vais essayer de, tu sais, puis de temps en temps, je vais virer pas du même côté. Quand on change de bord de terrain au tennis, de temps en temps, juste pour jouer dans la tête de l'autre, je n'irai pas prendre de l'eau, je vais juste aller l'autre bord pour montrer que j'ai pas chaud. Tu sais, c'est un peu weird, là. mais lui, c'est pas ça. Puis ce que les gens, la plupart, savent pas, c'est que quand il avait 17 ans, 18 ans et moins, c'était des problèmes d'attitude. Un de ceux qui avait le plus grand problème d'attitude. C'était un gars colérique, et il pitchait sa raquette, alors que là, tu as l'air monsieur clean, tu sais, de tout, mais c'était pas ce type de gars-là. Mais il y a eu des bonnes personnes autour de lui, dont un psychologue. Il a rencontré un psychologue à l'âge de 17 ans, ce qui est pas... faut accepter de rencontrer un psychologue, là. Puis, ce qui l'a fait évoluer, puis fait comprendre, d'essayer de canaliser son énergie et non pas d'aller vers le côté colérique. C'est intéressant. Toi, comment tu l'as connu? Comment c'est devenu ton joueur préféré? Ça fait quand même... Tu l'as connu au début de sa carrière. Ouais. C'est quoi qui t'a amené vers aimer plus lui? C'est ça que tu viens de dire? Ben ouais, dans les faits, oui, mais... c'est un peu facile, mon affaire. Là. Tu sais, au golf, j'aime Tiger, puis au tennis, j'aime Roger. T'aimes un peu les dynasties. Puis tu sais, j'aime... Un des éléments, c'est... J'ai le goût de vivre de mon vivant celui qui a été le meilleur. Fait que... Tu sais, j'ai le goût qu'il gagne encore 10 tournois de Grand Chelem. Tu sais, c'est lui qui a le record à 20, mais j'aimerais ça qu'il en gagne 10 autres pour dire... Ou qu'il en gagne un quand il va avoir 40 ans pour... Je sais pas, ça m'apporte rien, là, en bout de ligne. Là. Je sais pas pourquoi c'est ça que je veux. Mais j'ai le goût de vivre ça. Comme Tiger, j'ai le goût qu'elle batte Jack Nicklaus. Mais Roger, c'est vraiment ça. Puis je trouve qu'il a une belle façon de jouer. Puis il est honnête, comme tu dis. C'est clean tout le temps. Il est intense. Je trouve que c'est un bel exemple pour la jeunesse. C'est un bel exemple. C'est ça, c'est pas mal pour ces raisons-là. Parce que là... Vas-y. Ouais, parce que là, tu as dit qu'il y avait 20 grands chelems. On peut faire peut-être un petit résumé de ces statistiques, là, parce que c'est quand même assez impressionnant. Tu sais, il y a 103 titres, il y a 20 grands chelems, donc c'est ça, c'est le record.
Ouais. Il y a plus de 300 semaines comme numéro 1. C'est fou, ça. C'est fou, le 300 semaines. Ouais. Ah, puis il y a comme plus de je sais pas combien de semaines dans le top 100. C'est comme. Ah, ça, c'est Ouais. ça, à partir des. Quand il est né. Ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, puis que, tu sais, on sait pas si c'est en fin de carrière, c'est peut-être un sujet un peu controversé en ce moment. Ouais. Mais à 38 Mais, ans. ouais, à 38 ans, ouais, quand il y a un même. bout de fait. Ben, il est numéro 4. Ouais. Il est numéro 4. Puis Ouais, il a tout en été faisant numéro- pas tous les tournois. Ouais, Tu sais, il exactement. choisit ses tournois. Qui a été numéro 1, v'là 1 an ou 2. Mm. Je pense que c'est l'année dernière ou l'autre. Je pense que c'est l'autre. En tout cas, Ouais. il est redevenu numéro Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant que les jeunes aient encore de la difficulté à le battre. Tu sais. La forme physique, je pense que c'est tout un exemple à suivre. Son jeu de jambes, on le regarde, là, il a un meilleur jeu de jambes que la majorité des joueurs sur le circuit, incluant ceux de 20-25 ans. C'est impressionnant. C'est ce qui explique qu'il n'est jamais blessé. Ouais. On va Il dire, est là, jamais- en termes de souplesse, ça doit être vraiment impressionnant. Puis c'est vrai, il est très rarement blessé dans toute sa carrière. C'est ce qui a permis d'atteindre ces chiffres-là. Puis, tu sais, il y a Djokovic là, qui s'approche. Puis je sais qu'Anthony, t'aimes beaucoup Djokovic. Moi, je l'aime pas trop. Puis, mais tu sais, je veux, pour les mêmes raisons que j'ai nommées tantôt, j'espère pas que Djokovic il va battre Federer. Je trouve pas qu'il a la même classe. Je trouve que c'est un gars qui a. C'est en 2018 qu'il est revenu à la Ah ouais, première c'est impressionnant, place. ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout un chic type. Il a l'air d'un bon gars, il a l'air d'un bon mari. Il ricane pour rien, tu sais. Il a pas l'air d'être frais. C'est vraiment cool. C'est un bon mari parce que selon moi, son plus grand accomplissement dans sa vie, c'est qu'il y a 4 enfants, 2 paires de jumeaux, 2 filles, 2 gars. Ouais, ça c'est comme dans les films. Ça se peut comme C'est pas. la seule personne que ça pouvait arriver dans la vie, c'est lui. Puis Ouais. moi, ça, c'est... Lui ou Tiger. Mais Tiger, Tiger. peut-être qu'il y en a, mais on les connaît pas. On s'en va Ouais, ça, pas on le là-dessus. sait pas. Moi, Tiger, là, j'essaye de me mettre des Ouais. œillères de pas, Ouais. pas penser à ça. On l'aime, on réfléchit pas à tout le Ouais, reste. non, c'est ça. Absolument. Est-ce que tu as un Mais il faut savoir que dans sa famille, Roger, sa sœur elle a eu des jumeaux. Ok. Puis sa mère ou la sœur de sa mère a eu des jumeaux. Ok. Tu sais, parce C'est que dans la famille. c'est pas juste tu sais, une histoire là, d'insémination, je veux dire, Ouais. parce que là, tu dis, ça se peut pas, cette histoire-là. Mais c'est vraiment cool, puis nécessairement, il doit y avoir beaucoup de caméras sur ces deux couples Paires de de jumeaux. jumeaux, les deux paires de C'est jumeaux. ça qu'ils disent, c'est ses enfants plus tard pourraient gagner le 5 gars, le double fille, le 5 filles, puis le mix. Ouais, c'est ça. Fait que, hâte de voir si. Puis elle est bonne aussi, elle n'est pas, Ouais. elle est pas pire bonne dans le sport. Là. Ils se sont connus aux Olympiques. Là, fait que ça donne. Moi, j'ai une question pour vous moi, je suis un petit peu moins familier avec le tennis. Federer, c'est un Suisse. Oui. Ouais. Est-ce que les Suisses, c'est un pays qui est bon habituellement en tennis ou... Mais c'est un petit pays. Je Ouais. peux peut-être plus répondre Ouais, parce vas-y. que je suis plus Ouais, absolument. nerd dans le sport. Là. Mais je te dirais que la Suisse, c'est pas un sport. C'est pas mettons, une puissance Non, là, ouais. dans le tennis. Mais ils ont quand même Stan Wawrinka dans les gars. Après, par exemple, la marche après pour le 3e joueur suisse est quand même importante. Hingis. Martin Hingis, ouais, c'est une c'est Suisse. une excellente Quand Suisse. même, ben, Ils ont eu excellent. des bonnes vedettes, mais c'est pas, mettons, un pays comme l'Espagne ou un pays comme la France, comme les États-Unis. Comme le qui ont- Canada. Ouais, le Canada s'en vient vers là. Mais maintenant, on est obligé de mettre le Canada dans C'est les ça. puissances. Ouais. Mais que, mettons, ils ont beaucoup de joueurs dans le top 100. Tu sais, il y a eu une époque, mais mettons, il y a 5 à 8 ans, que l'Espagne avait comme 12 joueurs dans le top 100, ce qui est hallucinant. Mais la Suisse, on peut pas dire ça. Sauf qu'ils ont quand même gagné la Coupe Davis il y a Ouais. quelques années avec Federer et Wawrinka. Donc, puis Ouais. dans les filles, ils ont eu Baczynski aussi, il y a pas longtemps, qui a fait une finale Grand Chelem. Ils ont Belinda Bencic. Tu sais, ils ont des- gagné la Coupe Hopman, qui est comme une petite Coupe Davis. Donc oui, c'est un bon pays. Est-ce que c'est une référence en tennis? Ouais. Je pense pas. C'est peut-être une référence pour monter des numéros 1. Ouais. Tu sais, parce que quand ils sont bons, ils sont bons. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. Mais. Est-ce que tu as un match que en souvenir de Federer que tu fais comme moi, c'est ce match-là qui m'a marqué à vie? J'en ai. Parce que moi, j'en ai un. Ah, ouais, ok. Mais j'en ai. Tu sais, je suis un peu moins. Un nerd que moi. Ouais, tu sais, ma mémoire n'est pas au même niveau. Mais j'ai 2 éléments. Je vais dire ça comme ça. Sa victoire à Roland-Garros. Ouais. Pour lui, là, c'était l'accomplissement. Ouais. Tu sais, il venait, tu sais, il a pleuré. Tu sais, c'est un événement pour lui. Puis je suis certain que pour lui, c'était
Parce qu'il y en a une victoire. C'est ça. Ouais. Puis c'est pas naturel d'aller gagner sa terre battue pour lui. Ben, surtout parce que il est en même temps, il est dans la même génération que le meilleur joueur de tous les temps sur la terre battue. Ouais. Mais comme le meilleur joueur de sa terre battue, il est en même temps que Roger sur le gazon. Fait que ça, c'était un beau moment. Puis, je dirais, certaines finales à Wimbledon, Nadal, c'est vraiment... Il y a eu des matchs épiques là, en 5e set. C'est rarement des matchs plates avec Roger. Oui, c'est en 2009 qu'il a remporté cette victoire-là à Roland-Garros. Pour ma part, moi, le match... Parce que j'aimerais ça après faire un petit lien avec toi. Parce que moi, pour ma part, mon match mémorable de Roger Federer, c'est la finale de l'Australian Open en 2017. Okay. Que je me rappelle, je me réveille à 7h du matin, il joue contre Nadal, ça fait comme 3-4 ans qu'il n'a pas joué contre Nadal. Puis là, il joue. Les deux avaient pris une pause en fin d'année 2016. Les deux avaient chuté au classement. Federer était rendu 16e, Nadal était comme rendu 8-9e. Puis les deux s'affrontent en finale de l'Australian Open. Après avoir eu chacun des parcours différents, Federer avait travaillé fort, puis là, on savait pas son genou va tenir. Puis il avait joué contre Nadal en finale. Ça avait duré 5 sets. Je me rappelle qu'on avait regardé le dernier set ensemble. Puis moi, c'est le plus beau set de tennis que j'ai regardé dans ma vie. Federer perdait 3-1, puis il a finalement gagné 6-3. Okay. Puis je me rappelle d'un échange là, à comme 3-3 là, que je pense que j'ai regardé à peu près 25 fois dans ma vie sur YouTube. Ça. Puis ça, c'est vraiment mon match parce que dans ma tête, c'est ça. Moi, dans ma tête, en 2016, quand il a pris sa pause, je me rappelle quand il a chuté à Wimbledon contre Raonic, qui avait tombé à terre. On voit jamais Federer, c'est la classe, on le voit jamais tomber. On le voit jamais hors position. Puis là, à Wimbledon, dans son jardin, qu'ils disent, il tombe littéralement physiquement à terre contre Raonic, finit par perdre le match en demi-finale. Après, on apprend qu'il est opéré au genou, ce qui n'est jamais arrivé dans les 15 dernières années. Est-ce que tu pensais que c'était terminé pour Roger Federer à ce moment-là? Non. On dirait que ça faisait dire oui, mais ta réponse est non. Non, entre autres, il y a plein de gens qui pensaient que c'était terminé. Puis il y a plein de gens qui, à tous les 3 mois, pensent que c'est terminé. Ouais. Dès que, là, il a perdu en deuxième round, non, il devrait sortir tout de suite parce que. Puis là, moi, j'ai tellement le goût qu'ils battent les records des records, malgré qu'ils ont tout battu à date. Puis il en reste un à battre, là, une longévité, je pense le nombre de victoires versus Jimmy Connors, entre autres. Là, il est à la poursuite de ça. C'est le nombre de tournois gagnés. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 100 quelques, là, c'est fou. Ouais. Fait que c'est ça. Puis il joue pour les bonnes raisons, il joue clairement pas pour l'argent. Là. En tout cas, à moins d'être. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais non, je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais que c'était terminé, puis il m'a prouvé tard. Puis tu sais, comme en ce moment, il subit une autre opération, puis au même moment, l'ATP prend une pause. Là, tout le monde pense que c'est... il attend Federer. Dernière question par rapport à Federer. Après, on va passer dans nos 3 petits segments. T'es un grand fan de Tiger Woods. T'es un grand fan de Roger. T'apprécies Nadal pour ce qu'il est. Oui, absolument. Puis, Tiger Woods, c'est clairement le plus grand athlète qui prend la plus grande partie de son sport, mais qui se compare un peu à l'impact que Roger Federer et Rafael Nadal ont dans leur sport. Est-ce que tu penses que l'impact de la retraite de Tiger Woods ou l'impact de la retraite de Roger et Nadal fera la plus grande différence dans leur sport? Wow, quand le duo va prendre la retraite ou quand Tiger va prendre sa retraite? Wow! C'est toute une question. Moi, à date, les jeunes du tennis ont de la misère, je trouve, à prendre leur place. Tranquillement, là. Tu passes. Puis, Dominic Thiem, qui est un super beau joueur. Là, ça, c'est... Moi, je l'aime. Beau physiquement? En tous les sens. Là, si j'étais une fille, là, il pourrait me plaire. Mais non, écoute, il ressemble un peu au même style que Federer, à la limite. Mais je pense que le tennis va avoir plus de misère à s'en remettre. Parce que, Tiger, il a été absent pendant un petit bout. Il n'est pas au même niveau qu'il était. Il gagne un tournoi, là, c'est pas comme c'était avant. Avant, c'était 2 sur 3 qui gagnaient. C'était impressionnant. Puis, je pense que le golf, il a besoin d'une vedette comme Tiger, mais je pense qu'il est en meilleure santé au niveau vedettariat, puis au niveau popularité, etc. Je pense qu'il est en meilleure santé que le tennis. OK. Good, fait qu'on va passer dans nos segments. Isaïe, tu veux-tu en prendre un?
pour commencer? Ouais, ben on peut peut-être parler de notre fameux segment épais ou génie. Donc, J'aime ça c'est comme dans le segment. segment. C'est dans le segment, on va voir Ouais. dans les futures années, prochains mois, si on est des épais ou un génie. Surtout toi, Alain, parce que c'est toi qui vas répondre à la question. Donc, il y a des articles qui sortent de plus en plus sur Internet, plusieurs joueurs de tennis de l'ATP qui diraient que Federer ne gagnerait pas un autre grand chelem dans les prochaines années. Donc, notre question dans le segment épais ou génie, est-ce que Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic qui va avoir le plus grand nombre de grands chelems à la fin de leur carrière? Parce que là, je peux faire un petit C'est 20, comparatif. 20 Federer, Ouais. 19 Rafael Nadal, puis Djokovic, c'est 17. Ouais. Fait que c'est qui, entre ces trois-là, qui va finir avec le plus grand nombre de grands chelems? Ah. Mon cœur, là. Ouais. C'est clair. Dans ma tête, c'est clair que ça va être Djokovic. C'est poche, là. J'ai vraiment pas le goût de dire ce que je dis là. Écoute, t'es à 17 puis j'ai l'impression qu'il commence. Ouais. Fait qu'il va en gagner comme. Parce qu'il a commencé en 2008, comparé Ouais, à mais Federer en ça en 2003. Ouais. Fait que je pense vraiment à ça, mais j'ai encore espoir que Federer peut en gagner. OK. Ouais. S'il y en a un à gagner, Wimbledon, j'imagine. Ouais. Ou New York. New York, le fait spécial de Federer à New York, il a gagné 58 de 2004 à 2008. 2009 a perdu contre Juan Martín del Potro. Il n'aurait plus jamais gagné New York. Ah ouais, Il a gagné 58, c'est c'est fou, tout. hein? Ouais. Mais c'est ça, un des deux. OK. Toi, Isaïe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, mettons, je me fais aux statistiques parce que je suis pas je connais pas beaucoup le tennis. Clairement, Djokovic à 17. Je laisserai parler mon cœur parce que moi, il me semble que quand je regardais, mettons, le tennis, quand j'étais plus jeune, mettons, à TV, c'était comme Nadal. Genre, on dirait que moi, ou quand je jouais, mettons, au jeu de tennis, là, c'était souvent Nadal que je prenais. J'aurais pris Nadal, mais clairement, Djokovic, niveau sur papier. Moi, je répondrai pas parce que tout le monde sait ma réponse. Ouais, Non, je suis un grand fan de Djokovic, à peu près le seul au monde, mais je suis un grand fan de Djokovic. Puis mes amis, d'après moi, je vais recevoir des commentaires de hate de mes amis parce que j'en vis à tous les jours. Non. Mais ouais, fait que, OK, on verra dans les prochains mois, prochaines années, si on aura eu raison. Je voulais faire un petit segment actualité. Tu es un comptable CPA de formation. J'aimerais ça que tu nous parles de l'effet du coronavirus dans le sport côté business. Ça peut... Moi, c'est le genre de discours que j'aime Alain parler de ça, mettons, des effets. Écoute, c'est dévastateur. C'est dévastateur. Exemple qui nous touche à Drummondville, c'est là, ils ont annoncé un report ce matin ou hier, ils ont annoncé le report de la Coupe Rogers. Puis un report ou annulation, pas mais ou annulation, là, c'est à voir. Puis une année de Coupe Rogers, c'est des millions et des millions et des millions de profits. C'est clair. Et ça, avec ces millions-là, mais c'est comme ça qu'on monte des Félix Auger-Aliassime, c'est comme ça qu'on monte des Denis Shapovalov. C'est tout le setup autour. Mais la manne vient de la Coupe Rogers. C'est ça. Puis, nécessairement, après ça, ce que ça fait pour monter des joueurs comme Félix Auger-Aliassime, ça prend des tournois Challenger comme à Drummondville pour leur donner cette opportunité-là. Puis, le plus gros commanditaire du Challenger Banque Nationale de Drummondville, c'est Tennis Canada. Et s'il n'y a pas d'argent qui rentre à la Coupe Rogers, il n'y a pas de Challenger Banque Nationale. T'sais. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer en février prochain pour le Challenger. C'est pas clair qu'il va y avoir j'espère de tout cœur qu'il va en avoir un, mais c'est pas clair. Mais il faut penser, ça c'est un impact de la Coupe Rogers. Pensons à tous les autres événements. C'est fou l'impact que ça peut avoir. Et là, ça a un impact sur le jeune qui est dans sa cour, qui veut des cours privés, qui veut monter, qui veut aller au Centre national à Montréal. Ça serait le fun que le microbe s'en aille bientôt. Ouais. OK. Puis, c'est quoi les plus gros effets qu'il peut avoir? Est-ce que tu penses qu'il y a des ligues... Là, je sais que la XFL
a annoncé risque de pas passer à travers. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Non, mais ils ont annoncé que c'était terminé. Ce qui est Ouais. triste parce que c'était bien parti. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des ligues plus importantes qu'on connaît qui peuvent arrêter leurs activités? Ou tu... Je penserais pas parce que c'est des ligues très fortunées. Ouais. Hein. C'est des, on pense à NFL, NBA, la NHL qui est un petit peu moins fortunée, mais quand même, qui fait tu sais, quand on même est des dans, milliards, c'est quand même fait beaucoup d'argent. Est-ce que ça peut est-ce que ça peut aider la ligue? Moi, je vais le prendre, là, je suis un gars foncièrement positif dans la vie. Est-ce que ça peut aider la ligue à faire du ménage? Tu sais, si, je sais pas, je pense aux Panthers, mettons, de Floride, que tu sais, il n'y a clairement pas de Québécois, là, tu sais, puis, tu sais, est-ce qu'il y a moins de Québécois l'an prochain? Est-ce qu'il y a encore moins de monde qui vont aller voir les matchs des Panthers? Est-ce que ça peut en faire en sorte qu'ils vont déménager cette équipe-là dans une ville qui est plus apte à recevoir une équipe de la Ligue nationale? À voir, mais c'est clair que ça va faire des changements importants, puis c'est pas terminé, hein. Est-ce que tu penses que les salaires des joueurs, ça va changer? Le monde est un peu fou, là. Les propriétaires sont un peu fous, c'est des ultra fortunés. Fait que, tu sais, au lieu de valoir, je sais pas, le propriétaire, au lieu de valoir 8 milliards, il vaut encore 4 milliards, mais tu sais, il en vaut encore 4. Tu sais, fait que, tu sais, puis eux autres, c'est des jouets, hein. Pour plusieurs propriétaires, les équipes, c'est vraiment comme un jouet. Fait que, ils veulent le meilleur joueur. On a chacun nos jouets, hein? Oui, on a chacun nos jouets, en effet. Ce qui va avoir un impact, c'est pour tous ceux qui sont, mettons, la Ligue nationale, que moi je connais plus de hockey, là, tous les joueurs qui sont entre 750 000 et 1,5 million. T'sais, je pense que le joueur vedette, lui, il faut qu'il attire. Il faut qu'il attire à la télé ou qu'il attire live. Mais les joueurs qui sont... peut-être qu'il y a moins d'argent pour les joueurs de plus bas niveau. OK. On va finir avec notre segment de questions controversées. J'ai hâte de voir ta réponse là-dessus. Moi, j'ai la mienne. Puis j'ai une réponse qui est de vraiment qui va te surprendre. OK. Isaïe, tu feras ta tête là-dessus, même si tu es un petit peu moins connaisseur au tennis. Notre question controversée aujourd'hui, c'est est-ce que Roger Federer est le meilleur joueur de tous les temps? Ah, c'est facile, ça. C'est pas controversé pour Saint-Saëns, ça. Non, c'est facile parce que... Parce que c'est controversé parce que c'est clair. ça s'obstine 365 jours par année. Absolument. Puis, puis la preuve, ça va être que Djokovic risque de battre certains records, pas tous les records, mais certains records de Federer. Mais moi, je pense que pour que ce que Federer représente, l'homme, le joueur, l'élégance sur le terrain, ses qualités athlétiques, sa famille... Et on l'a vu, la dernière fois qu'il est venu à Coupe Rogers, là c'était il y a 3 ans, je pense. Ouais, parce que je m'en rappelle. Puis il est venu tout seul. Ben, en tout cas, il avait l'air d'un gars qui était venu tout seul. Il n'était pas venu avec sa conjointe. En tout cas, son staff, c'était vraiment le plus limité. Puis, fait que c'est comme s'il avait plein de temps à lui. Fait qu'il donnait beaucoup pas de conférences, mais d'entrevues. Puis il avait l'air tellement bien. Tu sais, c'est un gars qui a énormément de charisme, puis il se prend pas pour un autre. Il se prend vraiment pas pour un autre. Fait que c'est clairement le plus grand de tous les temps. OK. Isaïe? Pour la personne qu'il est, effectivement, moi aussi, parce que comme je disais, je suis pas très connaisseur, puis comme avec le peu que je sais de lui, la personne qu'il est, le joueur qu'il est, les statistiques qu'il a, c'est peut-être controversé, mais je dirais oui. OK. Pour ma part, j'adore Novak Djokovic. J'admire Roger Federer. Je déteste Rafael Nadal, mais je le respecte. Puis pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Rafael Nadal. Pourquoi? Parce qu'il va dépasser Federer, selon moi, dans le nombre de grands chelems. On peut pas crier chou, là. Ça se fait pas. Hein, non, dans un podcast. Mais ouais, selon moi, il va dépasser Roger Federer. Il a gagné sur toutes les surfaces, alors que pour lui, il y a vraiment des surfaces qui le désavantagent clairement comparé à Federer, que j'ai l'impression que la terre battue lui va quand même, malgré que c'est pas sa surface de prédilection. J'ai l'impression que le gazon le désavantage clairement. Il a réussi à gagner 2 fois. C'est 12, 13 titres à Roland Garros. C'est n'importe quoi. Ouais. Je l'aime pas, Rafael Nadal. Je sais pas pourquoi je l'aime pas. Peut-être parce que je suis jaloux. Mais je vais te donner une raison. Je l'adore. Pourquoi on peut ne pas l'aimer. Puis on a 99% des éléments pour l'aimer. Ouais. Moi, j'ai un élément que je suis resté marqué. Je suis vraiment curieux que tu me le dises. C'est quand il n'a pas apprécié pas qu'il n'a pas apprécié, qu'il a mal réagi dans sa défaite
Contre Denis Je Chapovalov. suis contre Chapovalov à Montréal. Ouais. Il a pas agi en pro. Ouais. Tu sais, Il a dit que c'était sa pire défaite en puis carrière. il avait mal joué. Puis, alors que Denis avait joué son meilleur tennis à vie, tout entrait dans le terrain. Peut-être, mais quand tu es un vrai pro, tu donnes le crédit à l'autre. Tu peux, après ça, quand tu restes dans ton sous-sol, là, pleurer, crier des bêtises. Mais. Ben, surtout, il est rendu dans sa carrière. Il n'y a pas devrait juste besoin être, de hey, good ça. job, le kid. Puis, c'était puis, You're the next one. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'a donné. Mais je l'apprécie. Il a l'air d'un bon gars. Là. Tu sais, quand il rit, il a l'air gêné de rire. Tu sais, je trouve qu'il a l'air un peu réservé. Ça m'attire. Là. Il y a un petit côté sympathique. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est lui le plus grand à cause de tout ça, parce qu'il a un peu le même impact de fans que Federer, un peu pareil. Puis, il va dépasser, selon moi, Federer dans les records. Donc, moi, je pense que c'est Rafael Nadal. J'ai l'invité de l'épisode 2, Kevin, sera très content d'entendre ces mots. Lui qui est un grand fan de Rafael Nadal. Sur ce, Alain, c'était agréable. J'ai l'impression que ça a passé comme 3 minutes. Est-ce que tu as eu du plaisir? Est-ce que tu aimerais ça revenir un jour? Écoute, c'est tellement agréable. Ouais. Puis j'ai un élément. Je vais en profiter parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter, puis je prends juste 30 secondes. Parce que votre titre, là, Inspiration, c'est vraiment donc inspiré d'inspiration. Puis au-delà de Federer, là, je vous souhaite tous d'avoir des amis tels que les miens. C'est la première affaire qui m'est venue en tête, c'était mes amis. Tu sais, c'est quoi pour toi ton inspiration? Mais c'est mes chums. Puis mes chums, puis pas... Tous mes chums, il y a une raison pour lesquelles ils sont mes amis. Puis chacun a une inspiration pour moi. Puis je fais pas ça pour être têteux, je fais ça parce que c'est ça. Puis c'est vraiment la première affaire qui m'est venue en tête avant Federer. Federer, c'est correct parce que là, il fallait trouver quelqu'un dans le sport, etc. Puis je pense que c'est vraiment ça. Parce que Roger Federer, c'est plus vendeur que Patrick Lemay. J'ai beau parler de père, de d'homme, etc. Mais c'est ça. Fait que, mais je voulais le dire parce que c'est ça. Fait que je ne vais pas être têteux, c'est ça. Merci pour le témoignage. Non, c'était très bon. C'était très bon. Ouais, c'est ça. Sinon, pour conclure un petit peu, dans 2 semaines, là, on commence à manquer d'invités parce que là, on le demande à des gens à l'interne. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de venir parler, même si on aimerait ça les avoir. Donc là, dans 2 semaines, ça va être une FAQ. Ça va être une foire aux questions. Donc, à partir d'aujourd'hui, lancez-nous des sujets, lancez-nous des questions, lancez-nous des... Controversés ou non, simples ou... Juste des sujets, ça peut juste être, ça peut juste être le ski. Ça peut être juste ça, juste des sujets comme ça. Nous, on va se faire un petit Tupperware avec des papiers, puis on va piger là-dedans. Puis Isaïe et moi... on va parler... J'aimerais ça que ça soit supervisé sous la firme de loi. C'est beau, Alain, t'as plugué. J'ai réussi. OK, c'est bon. Puis, fait que c'est ça, on va faire ça. On va essayer ça la semaine prochaine. Ouais. Ça se peut qu'il y en ait une autre, peut-être 2 autres, dépendamment de comment ça se passe, comment le coronavirus, ça évolue. Mais ouais. Fait que dans 2 semaines, ça va être ça. Ça va être... je pense qu'on le mettra pas dans la série d'inspiration. Ça va être un bonus. Mais ça va être un épisode bonus parce que là, on n'a pas vraiment le choix. On va essayer quand même de trouver des alternatives pour avoir ce modèle-là qui vous plaît, de parler du parcours de la personne, parler de l'inspiration, tout ça. Nous aussi, il nous plaît vraiment, c'est pour ça qu'on fait le podcast. Mais c'est ça, on n'a pas trop le choix de trouver des alternatives parce qu'on veut respecter les règles de distanciation sociale et on doit trouver des options qui sont un petit peu différentes. Donc la semaine prochaine, FAQ, envoyez-nous vos sujets, vos questions. Isaïe et moi, on y répond. Isaïe, veux-tu nous dire tes spécialités pour que les gens peut-être visent tes forces? Bon, spécialité, ça peut être basket, hockey, pour vrai, j'ai des connaissances dans des sports... que peu importe, là, on va être ouvert, puis sinon, écoute, on se renseignera, puis... c'est ça. Ouais, ça peut donner un bon podcast, une bonne vidéo. Pour ma part, c'est tennis, golf, hockey, football, c'est à peu près mes grandes forces. Mais je m'y connais quand même assez. J'ai une petite base pas mal dans tout. Donc, ça conclut comme ça. On vous rappelle nos Twitter,
mon Instagram seront dans les bios de toutes les plateformes maintenant. Oui, on est hot. Hein? Allez écouter le podcast sur Spotify, iTunes, Stitcher, Alexa, YouTube. Maintenant, il est partout. Merci encore à Laurent du Canadien. Allez l'encourager. Sinon, on se dit à dans 2 semaines pour un autre podcast d'inspiration. Certainement. Ciao, guys.